L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on se décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et c'est le cas cette semaine puisque nous allons nous intéresser à ce qui se passe du côté des biens de luxe. On va rêver un petit peu. Je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice. Bonjour Fabrice Coustet. Bienvenue. Merci. Vous allez nous raconter aussi vos périples pour trouver votre château, votre demeure de luxe. En tout cas, on est avec deux spécialiste du sujet. On est ravis d'accueillir en plateau Guillaume Deblaye. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur d'agence Barnes au Trocadéro, donc à Paris. Et nous sommes également en compagnie par téléphone de Benoît Duchâtelet. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Private Office Engel & Volkers, spécialiste des propriétés et châteaux. Benoît, vous allez nous parler du château du Marais dans quelques instants, une très belle vente qui vient de se réaliser et que votre confrère connaît bien évidemment. Voilà pour le sommaire de cet hebdo patrimoine spécial immobilier de luxe. C'est parti. L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Alors justement, malgré la crise, on a l'impression que il y a un secteur qui ne connaît pas justement cette crise, c'est l'immobilier haut de gamme en France. Guillaume Deblaye, est-ce que tous les clignotants restent au vert malgré cette conjoncture un peu morose? On a l'impression que le lingot d'or de la pierre, les biens les plus haut de gamme, eux, se portent très très bien. Toujours très bien. Et c'est vrai que dans les chiffres, on s'aperçoit que l'immobilier haut de gamme et de prestige résiste très très bien à la conjoncture actuelle. Donc si on regarde les chiffres, très concrètement, sur la France, on voit en tout cas dans le réseau Barnes que le volume s'est maintenu et qu'à Paris, il a même progressé de 10%. 10%. Alors ça, c'est pour, c'est pour le volume. Ça s'explique évidemment par plusieurs facteurs. Si on peut peut-être développer, oui. On a le grand retour de la clientèle étrangère qui évidemment revient avec été chassé par le méchant petit Covid. C'est quoi? C'est des Américains, des Anglais? Alors, on a des Américains, il y a plusieurs phénomènes. On le a dollar. Évidemment le dollar, qui impacte la clientèle américaine, mais aussi du Moyen-Orient, puisque le dollar est une monnaie importante pour cette clientèle-là. Et donc on voit arriver à Paris les Saoudiens, les Américains qui viennent faire leur solde en fait dans cette ville. Oui, parce que je rappelle que pour nos auditeurs que le dollar est devenu très fort. Enfin, l'euro a baissé, le dollar a dépassé l'euro. Bon là, l'euro est remonté un petit peu ces derniers jours. L'euro est remonté, mais on n'est pas très loin de la parité. Ouais, et aujourd'hui, on a un afflux très important de cette clientèle-là sur le marché qui cherche. Juste, j'ai une petite question. C'est quoi l'immobilier de prestige exactement? Alors, l'immobilier de prestige... comment on peut le définir pour nos auditeurs justement qui se posent la question? Alors, c'est une notion qui est à la fois très, très, très subjective, mais qui se base sur des critères très concrets. C'est évidemment lié à la qualité du bien, à sa rareté, à son caractère un peu exceptionnel, aux prestations qu'il peut apporter. Et disons qu'à Paris, l'immobilier de prestige, c'est les ventes qui se font évidemment au-delà de 3 millions d'euros. D'accord. En dessous de 3 millions, c'est pas prestige encore? C'est haut de gamme. Haut de gamme. Voilà. Et à partir de combien c'est haut de gamme? À partir d'1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est de l'haut de gamme et 3 millions du prestige. Voilà. D'accord. Tout dans le jargon. Alors après, l'immobilier de prestige en France, ça représente 3500 ventes sur 1,2 million de ventes en 2021. Vous voyez, c'est même pas 1% aujourd'hui de la volumétrie. Donc on est vraiment sur des territoires qui sont très ciblés. Bien sûr. Plus de 60% d'ailleurs se trouvent à Paris. Donc intramuros, j'imagine. Et après, le reste se trouve dans des régions très identifiées. Côte d'Azur. Côte d'Azur. On a le bassin d'Arcachon. Et on a les Alpes aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai, Courchevel. Sachant qu'on peut avoir des biens d'exception et de prestige sur tout le territoire. Oui. Mais il y a des zones. Mais la concentration, 80% de cette concentration, 80% des transactions se font sur ces territoires très identifiés. D'accord. On va faire un tour du côté de Benoît Duchâtelet. Benoît, est-ce que vous confirmez ce que vient de dire Guillaume sur les grands chiffres et les grandes tendances? Guillaume a tout à fait raison, les chiffres sont tout à fait encourageants, les tendances sont là et c'est vrai que la capacité d'avoir pu réagir pendant le Covid nous a assuré une belle continuité et il y a eu
modification de la typologie des acheteurs et il y a toujours quelqu'un en face d'une offre. Donc voilà, le métier continue. Ouais. Et alors vous, Benoît, donc vous vendez exclusivement des châteaux, c'est ça ? Alors le principe du département, c'est effectivement l'accompagnement pour l'acquisition des châteaux. Très vite, comme l'a dit Guillaume, il y a la question des positionnements. Donc chez Engel & Volkers, le private office ne traite que les dossiers supérieurs à 10 millions d'euros. Et forcément, il y a toute la catégorie des dossiers inférieurs. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un palier de 0 à 3, de 3 à 5, de 5 à 10 et plus de 10. Et c'est pas toujours un château qui est cher, c'est une propriété qui a un certain nombre de qualités. Oui. Et le prix ou le positionnement luxe ou prestige dépend d'un certain nombre de choses, mais au final, ce qui est le plus concret, c'est le prix de vente. Oui, parce que moi, j'ai déjà regardé, voilà, pour rêver des châteaux. Non, pour moi, pour rêver un petit peu. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai été étonnée parce que on trouve des châteaux vraiment pas chers. Alors, quand on est habitué au prix parisien, c'est vrai que rien nous paraît cher en dehors de Paris, mais c'est vrai que pour 300, 400 000 euros, j'en avais vu à côté de Vendôme, par exemple, en France, il y avait des incroyables châteaux, des grands châteaux. Bon, après, évidemment, j'imagine, vous allez me le confirmer, Benoît, qu'il y a énormément de travaux à faire aussi. Donc il y a le prix du château, mais après il y a l'entretien évidemment, et ça a un coût. D'ailleurs c'est pour ça que souvent les habitants, les propriétaires de châteaux organisent des événements, des mariages, exactement pour payer cet entretien, la toiture, parce que c'est colossal les coûts. Mais voilà, ils font des séminaires, etc. Mais c'est vrai que le prix du château en tel quel, enfin il y a des châteaux très abordables en tout cas. Benoît, voilà, c'était ma vision des choses. Du coup, c'est tout à fait ça. La France est un merveilleux pays sur un vivier de plus de 40 000 châteaux. Beaucoup ont subi des dommages colossaux dans les vagues successives des dernières guerres. Et il reste un patrimoine extraordinaire en France, de tout prix. Le point commun, c'est effectivement les charges d'entretien qu'on peut considérer comme étant le sujet le plus important. Lorsqu'on démarre un sujet, je vérifie bien avec mes interlocuteurs qu'ils savent se servir d'un tableau Excel et que les onglets sont prêts, qu'ils ont une conscience de l'engagement qu'ils vont prendre. Parce que certains ont des habitudes d'acquisition et d'autres démarrent, surtout après le Covid. Et il y a une éducation financière et avant culturelle, une éducation financière à assurer pour prendre possession d'une propriété, que ce soit à 300 000 euros ou à 30 millions d'euros. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut avoir 300 000 euros ou 400 000, mais plus tard, plus d'1 million pour la rénovation, l'entretien. Oui, et puis après, l'entretien et les charges courantes, chaque année, ça va également coûter beaucoup d'argent. Alors, oui, par nature, la proportion de dépenses est j'allais dire, proportionnelle au mètre carré et aux contraintes un peu des lieux. C'est aussi toute l'excitation. On est dans une donnée beaucoup plus subjective que des appartements de centre-ville. Et l'élément passion, l'élément coup de cœur, l'élément engagement de la famille est énorme. Et il faut effectivement avoir la prudence et la sagesse de vérifier où vont être les postes de charge, comment les assumer. Vous aviez raison d'insister sur le fait que beaucoup se sont mis d'abord à ouvrir leurs portes pour des monuments historiques. On touche un certain nombre de subventions éventuellement, et donc il y a des contraintes. Et pour la survie économique, on a une surface assez grande, et par conséquent, on peut se permettre d'organiser qui mariage, qui séminaire, qui chambre d'hôte pour amortir. Et alors, vous le disiez, un château, c'est compliqué à chauffer. C'est pas comme chauffer un appartement, un plus petit appartement parisien. C'est immense. Et on sait qu'on est en pleine crise énergétique. L'énergie ne cesse d'augmenter. Ça va continuer. Est-ce que, du coup, ça se traduit par une baisse des demandes ? Est-ce que vous constatez une baisse des demandes liées à ces coûts d'énergie qui augmentent ? Alors, heureusement, pas une baisse des demandes parce que le coup de cœur est supérieur. Mais en revanche, une sursollicitation de conseils. Et je ne peux pas être avec vous ce matin parce que justement j'accueillais des experts chauffage et économie d'énergie dans des propriétés avec les acquéreurs potentiels pour concrètement se rendre compte de ce qu'on peut faire aujourd'hui versus 2022 et les nouvelles contraintes. Et ça, il y a une surdemande d'informations, c'est évident. Guillaume, on vous pose la même question. C'est vrai que c'est intéressant. On se dit, bon, immobilier de luxe, de prestige, c'est souvent sinon des fortunes, des gens quand même qui ont les moyens, on va dire ça comme ça. Est-ce que cette composante, elle est importante pour eux aussi, c'est-à-dire ce poste de charge ou pas vraiment, on marche plutôt au coup de cœur, comme vient de le dire Benoît Duchâtelet?
Alors, on fonctionne beaucoup, effectivement, au coup de cœur, mais je dirais dans la négociation, les nouvelles normes techniques, notamment dans les DPE, comptent beaucoup dans la négociation. On a quelques affaires qui n'ont pas abouti parce que les notes avaient été dégradées. Donc, c'est aujourd'hui un des critères qui est pris en compte pour la négociation du prix. Mais qui n'est pas un facteur bloquant. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, puisque souvent, les appartements que nous vendons sont des appartements à rénover. Oui. Et donc, ils intègrent en fait un budget supérieur de rénovation quand la note est dégradée. Mais même malgré, j'ai envie de dire, la crise qui touche les matériaux, parce qu'on sait, il y a des chantiers, nous on reçoit des gens, il y a des chantiers qui sont à l'arrêt, des acquéreurs qui ont acheté un appartement, voilà, dans l'optique de le refaire. Donc ça peut être un appartement haut de gamme ou prestigieux. Et là, les chantiers sont à l'arrêt parce que ils ne savent pas quand ils vont recevoir leurs fenêtres, par exemple, parce que il y a eu le Covid, donc des usines ont été à l'arrêt. Et puis maintenant il y a la guerre en Ukraine qui bloque aussi. Il y a un manque d'approvisionnement de ces matières premières. Est-ce que malgré ça, les gens envisagent quand même de rénover? Alors, c'est un des freins aujourd'hui à la progression du marché, ce sont les travaux. Donc, les appartements avec travaux qui étaient sollicités avant la crise du Covid, aujourd'hui sont un petit peu délaissés pour deux raisons. Le manque de maîtrise des budgets avec l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, et aussi les problèmes d'approvisionnement qui au départ étaient liés à la fermeture de la Chine et qui maintenant sont un petit peu propagés. Voilà. Donc il y a eu cette incertitude autour des travaux qui fait que les appartements clés en main sont aujourd'hui beaucoup plus sollicités qu'avant et tirent le marché vers le haut. Et les appartements avec travaux sont un petit peu délaissés, donc il y a une petite décote. Alors que c'était l'inverse il y a quelques années. C'était l'inverse il y a quelques années. Vous nous avez parlé justement du retour des étrangers. C'est quelle est la proportion aujourd'hui à peu près sur 100 ventes, par exemple? Alors, les étrangers, par exemple, on les retrouve beaucoup dans les arrondissements traditionnels. Premier arrondissement, 6e, 7e, 8e, qui sont un peu les viviers de l'immobilier de prestige à Paris. Les beaux quartiers, traditionnellement, puisqu'il y a un phénomène de report aujourd'hui qu'on voit. Et les étrangers, aujourd'hui, sont très présents sur les pieds-à-terre, donc les surfaces de moins de 100 mètres carrés. Pour vous donner un exemple, en 2022, sur le premier semestre, plus d'une vente sur deux a été réalisée avec un acquéreur étranger pour des surfaces de moins de 100 mètres carrés dans le 1er et le 8e arrondissement. C'est vous dire l'importance aujourd'hui de la clientèle étrangère qui n'était pas là pendant le Covid ou l'après-Covid. Donc il y a un phénomène de remplacement qui est très intéressant d'ailleurs sur ce segment. Alors j'ai une question parce qu'on a reçu la semaine dernière la présidente de la Fédération des chasseurs immobiliers qui nous disait que les étrangers, parce qu'elle c'est sa clientèle aussi, nous disait que avait été freinée avant le Covid par les gilets jaunes et que déjà elle avait noté une baisse des demandes de la part de ces étrangers à cause de la mauvaise image que véhiculaient les médias de la France. Est-ce que vous l'avez constaté, vous ? Alors, on le constate, de toute façon, Paris est toujours traversé par des crises. Il y a eu les attentats, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves. Il se passe toujours quelque chose à Paris qui peut réfréner certains étrangers. Moi, je constate pas d'effet... Il n'y a pas eu d'impact sur les ventes juste après les gilets jaunes? Si, il y a eu un impact. Pendant les gilets jaunes, il y a eu un impact. Quand, évidemment, les médias ont tourné en boucle ces images d'émeutes, oui, effectivement. Mais très, très vite, ça s'est rétabli et la clientèle est revenue. On a aussi d'autres types d'étrangers aujourd'hui qui investissent. On a remarqué, il faut savoir que la pierre, ça reste aussi une valeur sûre, une valeur d'investissement, un actif qui est très résilient à la crise. Et beaucoup d'étrangers investissent aussi à Paris en faisant acte d'investissement. Il y a le côté coup de cœur, mais il y a aussi le bon placement qu'ils réalisent. C'était une de mes questions là aussi. Vous parliez tout à l'heure de pied-à-terre. C'est vraiment des choses pour y habiter de temps en temps. Voilà, on fait une virée à Paris, on va se faire un petit plaisir à l'Opéra ou ailleurs. Ou est-ce que c'est de l'investissement, c'est-à-dire on place son argent, ou les deux? Alors je pense que c'est les deux, après c'est vraiment au cas par cas, mais je pense que c'est les deux. Par exemple, la clientèle libanaise, aujourd'hui continue à investir, donc elle est toujours présente, elle achète des
petites surfaces ou des surfaces un peu plus importantes. On a aussi constaté, on a fait un certain nombre de transactions dans le 16e notamment avec des ressortissants des pays limitrophes de la Russie, la Géorgie, le Kazakhstan, qui achetaient des appartements, donc des personnalités de ces pays-là qui achetaient à Paris. Pourquoi? Pour venir se réfugier si jamais il y a un problème? Ça, ils nous le disent pas, évidemment. Nous, ils nous parlent de pied-à-terre, de l'attraction de Paris, mais on a constaté ça aussi de pays européens qui achetaient des petites résidences, notamment en Espagne, des tickets de 300 000 €. Voilà. Alors, c'est une façon d'investir son argent et d'investir dans l'avenir. On va aller voir du côté d'un beaucoup plus gros investissement, le château du Marais, le Versailles, surnommé le Versailles de l'Essonne, et c'est justement Engel & Volkers qui vient de faire cette vente au milliardaire Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque, bien connu pour ses investissements dans les médias. Benoît Duchâtel, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette vente exceptionnelle? C'est effectivement une page d'histoire qui se tourne, parce qu'après Prosper Mérimée, Chateaubriand, il va y avoir de nouveaux locataires dans ces lieux, et c'est merveilleux parce qu'il faut qu'une maison continue de vivre. Et ça reste effectivement un cas d'école, comme je le disais, c'est-à-dire que c'est quasiment 5 ans de discussions et de négociations. D'abord des questions diplomatiques pour aligner les propriétaires, comme ça peut arriver dans ces cas-là. Il s'agissait de non pas d'une seule personne, mais de plusieurs branches familiales. Donc il faut aligner tout le monde, parce qu'entre la décision de le faire et les premières signatures, dans les familles, ça bouscule certaines choses et les gens se révèlent. Et c'est également une part très importante de notre métier que de savoir travailler cette diplomatie en coulisses et de trouver ensuite le bon prix et de profiter du réseau international dont nous disposons pour identifier, comme l'ont fait les 2 collaborateurs du Private Office chez nous et qui ont trouvé et le bien et l'acquéreur. 2 personnes différentes se sont coordonnées pour cette réussite. Mais c'est 5 ans d'histoire, 5 ans de discussion, à la fois avec les familles et à la fois avec, les relations locales en Seine-et-Marne en l'Essonne, pour les projets qu'avait l'acquéreur derrière et vérifier que tout allait être accepté par la région. Oui, puisque Daniel Kretinsky, il fait pas ça complètement par hasard, c'est pas pour y couler ses vieux jours, quoique. C'est pourquoi alors? Dites-nous, Benoît, je crois qu'il se dirige vers un hôtel de luxe. Oui, il y a un projet d'hôtel derrière, donc on se doute bien que lorsqu'on parle d'un bâtiment comme ça qui représente la grande période Louis XVI, que les monuments historiques ont leur mot à dire, les bâtiments de France, les architectes, les négociations ont été un peu longues et les premiers accords ont été signés à l'été. Et maintenant, les planètes sont alignées, le projet avance. Voit le jour. Au lieu de, de maintenir tout en l'état, il y a bien sûr ce projet d'hôtellerie, et du coup, il y a eu aussi des ventes avec des maisons de vente, Thierry de Maigret, Sotheby's, Christie, différents acteurs qui sont venus s'occuper chacun d'une partie de la vente du mobilier qui est en cours en ce moment. Et quand vous dites alors que les négociations, on dirait 5 ans, est-ce qu'elles ont été ralenties par le confinement, le Covid, j'imagine? Pardon, là, pour ce dossier-là, les contraintes Covid ont été, on va dire, peut-être minimes. C'était vraiment de la diplomatie familiale. D'accord. Et lorsque vous dites pareil que vous avez, il a fallu trouver l'acquéreur, est-ce qu'il y a eu plusieurs potentiels acquéreurs qui se sont positionnés sur ce bien, ou juste Daniel Kretinsky? Alors, c'est là où c'est un cas d'école, quel que soit le montant de la vente, c'est-à-dire que dès le début, un acquéreur s'était positionné tout près du prix, et comme dans n'importe quel sujet immobilier, la famille a considéré que c'était peut-être pas le moment, que c'était bon signe que les gens voulaient se positionner. Par conséquent, il fallait attendre peut-être un peu mieux. Mon confrère Guillaume validera peut-être le fait que ce sont des éléments qui arrivent assez tôt. Les bonnes offres arrivent au début, et là, il s'est passé 5 ans pour des questions de diplomatie familiale, et dans ces 5 ans, on aurait pu agir plus vite. Et je ne sais pas si vous avez dit le prix, j'ai pas entendu. On est à 42 millions d'euros. Ah oui, d'accord, j'avais 43 selon Bloomberg. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que
sans être précis dans les éléments de vente, parce que ça n'apporte à ce jour pas grand-chose. Ça fait rêver. L'opération est faite. C'est surtout le prix de départ qui était à 52. D'accord. Et après, comme souvent, il y a un tantinet de discrétion. En tout cas, on peut regarder des photos. Hein. Vous tapez sur Google, vous trouvez le Versailles de l'Essonne. C'est vrai que le château est incroyable, il est magnifique. Enfin, quelle histoire. J'ai passé des moments délicieux avec mes confrères qui ont assuré la vente. Et pour les photos et pour la prise, les captations diverses avec eux. Et c'est un endroit délicieux. Et parce que c'est pas seulement un château, c'est vraiment une propriété à part entière, complète, remplie d'histoire. C'est un bonheur. Alors Benoît, vous ne le voyez pas, mais votre confrère Guillaume de Blaye opine du chef. Hein, il est bien évidemment jaloux, mais comme il est sport, il est beau joueur, il vous félicite quand même. On va faire une petite pause, messieurs, dames. Pour ses prochaines acquisitions. Eh bien, peut-être. Vous avez des acquisitions qui coûtent 43 millions d'euros? On a, alors nous, sur Paris, la plus grosse acquisition qu'on ait faite cette année, c'était plus de 20 millions d'euros. D'accord. Dans le quartier de... Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà beau. Il reste c'est colossal. C'est pas mal. On fait une pause musicale, on se retrouve juste après pour cet hebdo patrimoine spécial immobilier de luxe. À tout de suite. La recommandation de notre ingénieur du son, Théo Benin Hambourg, Versailles, de Tilacine, voilà, un groupe électro. Et, on est en plein dedans. On est en plein dedans, voilà. Il a rebondi sur le sujet. Bravo. À tout de suite. L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. L'Hebdo Patrimoine spécial immobilier de luxe qui résiste toujours et encore à la crise. On le voit, le luxe résiste de toute façon plutôt bien, que ce soit sur les marchés, sur l'immobilier. On est en compagnie de Guillaume de Blaye, le directeur d'agence chez Barnes, agence du Trocadéro, et Benoît Duchâtelet qui ne peut pas être là car il a des diagnostics à faire dans ses châteaux, private office, propriété et châteaux, Engel et Volkers. Bérénice. Oui, alors moi j'avais deux questions en fait, une pour Guillaume et une pour Benoît. La première, pour vous, alors chez Barnes, vous me disiez en antenne que l'immobilier haut de gamme et de prestige n'était pas impacté. Cependant, j'ai quand même observé les prix, parce qu'on regarde les prix sur Radio Imo, et j'ai quand même vu une légère baisse de certains biens. Des biens, alors
peut-être pas prestige, mais haut de gamme en tout cas, qui restent plus longtemps qu'avant l'augmentation des taux, avant l'inflation. Les biens partent moins vite. Alors encore une fois, pas sur l'immobilier de prestige, mais haut de gamme. Et c'est vrai que du coup, ils ont tendance à baisser un petit peu. Est-ce que vous me le confirmez ? Alors, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'aujourd'hui, l'offre est un peu plus abondante qu'avant. Il y a moins de demandes. Ou il y a moins de demandes. Il y a toujours autant de demandes, mais l'offre a progressé. Nous, par exemple, on a 50% dans le 16e de plus de mandats par rapport à la sortie du Covid. Donc, les acquéreurs prennent plus le temps de réfléchir, ils visitent plus de biens. Il y a une forme de stabilisation aujourd'hui du marché. Les propriétaires ont bien compris, ont anticipé une petite baisse de marché. Donc, ils acceptent plus facilement de mettre en vente leurs biens et les acquéreurs sont plus regardants. C'est vrai. Du coup, les pleins pouvoirs avant étaient aux vendeurs. Là, ça s'est équilibré. Les acquéreurs ont repris un petit peu de pouvoir. Les acquéreurs ont repris un peu de pouvoir sur des biens qui ont des légers défauts ou des petits défauts. Tous les biens qui restent très demandés, donc avec des extérieurs, des derniers étages, des très bons emplacements, partent très vite et à des prix toujours très hauts. D'accord. Voilà. Donc, dernier étage terrasse, par exemple, les très belles adresses. Il y a des transactions très importantes à des prix très élevés. Et juste quand vous disiez il y a quelques secondes que du coup, il y avait plus d'offres, ça, c'est dû à quoi ? Pourquoi les propriétaires, pourquoi il y a plus de propriétaires vendeurs ? Parce que c'est une bonne question. Ce que je vous disais, ils anticipent, pour certains, ils ont peur une stabilisation du marché, voire une légère baisse. Et donc, il y en a peut-être qui sont plus enclins aussi. Enfin, des belles plus-values ou qui veulent matérialiser ça ou qui ont d'autres projets. Alors, il y a effectivement ceux qui ont d'autres projets. Après le Covid, vous savez, il y a eu un phénomène de résidence semi-principale ou semi-secondaire. Et donc, nous, on avait des propriétaires parisiens qui avaient des grands appartements, qui les ont vendus pour plus petits, pour garder un pied-à-terre à Paris et pour s'installer avec leur famille dans des lieux plus agréables, avec des belles maisons, des grands jardins, la proximité de la mer. Et ils sont entre Paris et ce nouveau lieu de résidence. Est-ce qu'il y en a qui reviennent ? Alors, on n'a pas constaté de retour. D'accord. Et je pense que c'est lié aussi à ces nouveaux modes de vie où maintenant on a gardé aussi le télétravail, bien évidemment. Une forme de télétravail, et donc on n'a pas de retour. Donc, et on le constate en province, dans les autres régions sur l'immobilier de prestige, le stock a baissé de 50% de biens à vendre, et les prix restent hauts. Voilà, parce que les modes de vie se sont maintenus. Donc, résidence semi-principale, télétravail. Il y a des régions où il n'y a plus du tout de belles maisons. Par exemple, la Normandie, pénurie. Tous les stocks ont été écoulés. Alors, les stocks ont été écoulés et c'est pour ça que nous, on a observé un phénomène de report et qui ont favorisé toutes les villes, évidemment, qui étaient autour de Deauville. Qui ont beaucoup monté. On a remarqué ça aussi près d'Arcachon, sur le bassin d'Arcachon. Voilà, phénomène de report aussi dans les Alpes. Le report, c'est-à-dire on quitte vraiment la terre promise, les grandes adresses ou les grands bourgs très 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 prisés, et puis on va un petit peu ailleurs. Vous avez une question, Bérénice, pour Benoît aussi? Exactement, Benoît Duchâtelet, du coup, qui travaille pour Engel et Volcker. Alors, peut-être même question déjà sur les prix des châteaux, mais avant, tout à l'heure, on n'a pas bien détaillé les acquéreurs de ces châteaux. La part des acquéreurs étrangers, quelle est-elle ? Alors la part des acquéreurs étrangers a varié immanquablement en tout cas de notre côté pendant le Covid. Il y a eu un retournement, c'est-à-dire que nous avions des typologies assez classiques de quelques acquéreurs d'univers asiatique, de l'Émirat arabe uni ou de la Russie, de la Fédération de Russie, et ça s'est retourné, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'autres pays qui se sont positionnés sur des prix entre 1 et 3 millions, alors qu'avant, ils n'étaient pas sur ce registre-là pour nous, chez nous. Et on a vu arriver en 2 ans beaucoup de demandes du monde entier et d'Amérique latine. Toujours entre 1 et 3 millions. Enfin, justement, entre 1 et 3. Alors d'habitude, le positionnement de nos acquéreurs étrangers était au-delà de 3, au-delà de 5. D'accord, donc ils ont... pour les demandes. Ils ont baissé leur enveloppe. On a eu un... Voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes acheteurs, en fait. C'est ça que j'ai constaté en 2 ans. Et ça, vous pensez que c'est dû à quoi ? Alors, je l'ai résumé d'une manière un peu
un peu romantique, c'est-à-dire que quand le monde va mal, j'ai eu l'impression que certaines personnes avaient envie d'acquérir en France quelque chose, même pour y habiter qu'une semaine par an, parce que il fut un temps où il y avait l'American Way of Life aux États-Unis. Et ben, acheter un château en France ou une belle propriété leur donne l'impression d'acquérir l'art de vivre à la française, une certaine beauté de la vie qui les apaise. Dans des temps troublés, ça, j'ai souvent eu comme réponse, je le fais parce que je me sens mieux en ayant, comme un Monopoly, en ayant une part en France. Donc il n'y a pas de raisonnement d'optimisation fiscale, il n'y a pas de raisonnement de logique autre que cette valeur un peu immatérielle. D'accord. Et Benoît, est-ce qu'il y a de nouvelles populations ? On a beaucoup parlé de l'Asie, bien sûr la Chine, mais on pourrait avoir d'autres peuples, d'autres acheteurs, Moyen-Orient, ou c'est toujours un peu le triptyque Alors, si, Moyen-Orient, c'est toujours très présent, assez net dans les off-market et les projets qui n'apparaissent pas sur le marché, parce que Guillaume Deblay avait raison de dire qu'à Paris, il peut y avoir ce ralentissement dans les acquisitions, mais ça ne change rien. C'est-à-dire qu'un bien n'a besoin que d'un seul acquéreur. Donc si on ne le trouve pas en une semaine, mais qu'on le trouve en un mois, on le trouve de toute façon. Mais pour autant, la part du off-market est grande. Et là, c'est un terrain de jeu qui est effectivement très intéressant. Pardonnez-moi, le off-market, on précise pour les non-initiés, c'est quoi ? Vous avez raison, l'off-market, c'est un bien qui n'apparaît pas sur le marché, tout simplement, et qui nous est confié et pour lequel on nous demande de ne faire aucune publicité, mais juste de trouver l'acquéreur, sans préciser que ce bien est à vendre. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher aussi des agences immobilières à Paris, donc, parce qu'il y a des biens qui sont affichés en vitrine, mais d'autres non. Guillaume Deblay, alors je confirme. De plus en plus. Je confirme, en effet, nous, dans le 16e, on a un mandat sur 3 qui est vendu en off-market. Donc, si vous voulez faire une recherche bien précise, le conseil... On ne le trouvera jamais sur SeLoger, quoi. Alors, SeLoger, vous aurez une petite part du marché. Moi, je vous conseille surtout de contacter un agent immobilier, de le rencontrer, de lui expliquer évidemment votre projet, parce que, disons, les biens les plus demandés font quasi, dans 50% des cas, ne font même pas l'objet de publicité. Donc, vous ne les verrez jamais sur le marché. Mais le off-market, ça concerne que les biens de prestige ou ça concerne absolument tous les biens immobiliers ? Ça concerne tous les biens immobiliers. Après, nous, on est plutôt spécialisé dans l'immobilier haut de gamme et de prestige. Et ça colle bien avec l'immobilier de prestige, puisque souvent, c'est des commercialisations qui peuvent être longues. Quand on est sur des prix très importants, moi, je vois les records qu'on a fait de prix au mètre carré. C'est des ventes, c'est des biens qui ont été visités 2-3 fois, qui sont partis à des prix records. Et donc... vous parlez de visite, les gens visitent physiquement, parce qu'on a beaucoup parlé... Les gens visitent physiquement. On fait aussi des transactions à distance, pour des acquéreurs qui ne veulent acheter que pour faire un investissement. Ils n'ont pas forcément besoin de voir le bien. Mais pour y vivre, c'est différent. On est obligé de visiter quand même sur place. Alors, nous, on exige quand même que l'acquéreur voit l'appartement avant de signer, parce que pour nous, c'est important. C'est un certain coût, en plus. Oui, et puis ça reste très important pour éviter les rétractations. Mais on fait des ventes, effectivement, à distance. On avait fait des très belles ventes pendant le Covid, puisqu'on avait mis en place des outils qui nous permettaient de... Digitaux, des visites virtuelles qui permettaient à nos clients de faire la visite virtuelle à distance. On avait fait des belles transactions. Après, est-ce qu'on voit tout avec une visite virtuelle ? Non. On voit pas les volumes. Les défauts. On voit pas certains défauts. L'humidité, non mais c'est vrai, il faut faire attention à ça quand on achète un bien. C'est vrai, alors les parties communes, c'est vrai que dans le 16e, à Paris, les immeubles sont relativement sains. Mais effectivement, on voit pas les parties communes, on voit pas les volumes. On peut un peu tricher sur l'exposition, parce que on peut les contraintes de lumière, les contraintes de lumière. Donc c'est très important de visiter le bien. Mais pour des clients qui vivent à l'étranger et qui font un pur investissement, il n'y a pas forcément cette nécessité. On nous avait dit que ça permettait surtout de présélectionner, c'est-à-dire peut-être sur 10 biens, d'en éliminer directement 7 ou 8 et d'aller visiter vraiment ce qui nous intéresse. Vous confirmez, Benoît, on a du mal à réaliser pour un château. Vous faites visite virtuelle aussi ? Ça doit être long. Que ça doit durer un petit moment. Alors, non, le Covid a rendu les équipes agiles, et c'est vrai que je me souviens il y a
5 ans, 6 ans, les premières discussions sur le salon Rent, dont on parlera peut-être après, m'ont fait rencontrer des interlocuteurs qui avaient toujours ce sens de l'innovation dédiée à l'immobilier. Et très vite, nous avons réussi à intégrer tout ce qui était possible pour dégainer au moment du Covid une capacité à être présent sur le terrain dans des châteaux vides. Et on enchaînait les visios de visite avec des acquéreurs qui n'avaient pu se déplacer. Mais comme l'endroit est très vide, nous on avait la possibilité d'y être. Dans les périodes où on pouvait bouger un peu quand même. Et là, il y a eu des choses incroyables. Il y a une propriété qui a été vendue. Nous n'avions... l'acquéreur n'est pas venu le voir, le propriétaire ne connaissait pas le bien, je vous expliquerai pourquoi, et l'acquéreur n'avait pas pu se déplacer. Et même quelqu'un de chez nous n'avait pas encore eu possession des lieux, c'est-à-dire que c'était rentré par un cabinet étranger d'avocats qui portait le bien de son client décédé, et donc le cabinet en question ne connaissait pas le bien physiquement. Nous-mêmes, nous l'avions vu il y a 3 ans, mais nous n'étions pas revenus, et l'acquéreur n'avait pas pu se déplacer. On a fait tout ça en visio, et l'acquisition s'est faite parce que celui qui faisait l'acquisition était un enfant du pays et se souvenait, après avoir fait le tour du monde, de ce qu'était la terre et les lieux. Donc, et tout le monde a donné son feu vert sans aucune visite. Ouais, c'est fou. Bon, peut-être qu'on achètera comme ça demain. Vous y croyez justement à cette nouvelle technologie? On parle beaucoup de métaverse, de visite virtuelle. Il faut des outils de bonne qualité. Oui. Guillaume de Blaye, pour vous, c'est important? Oui, c'est des outils qui peuvent faciliter la rapidité de transaction. Nous, Barnes, on a fait une première transaction en crypto. Justement, j'allais vous poser la question. Aux États-Unis, à Miami. Ah oui, mais en quelle année? Pour un bien. L'an dernier. Pour un bien américain, à Miami. Pour un bien américain. Voilà, qui était l'acquéreur? Alors, j'ai pas le profil, pas le nom, mais le profil, ça s'est fait entre Américains. Okay. Voilà, mais tout ça, toutes ces nouvelles technologies, elles permettent de gagner du temps dans la recherche, elles permettent de réduire les coûts de transaction, de faciliter les transactions aussi, et de sécuriser aussi. Et voilà, et de sécuriser. Donc, c'est des outils qu'il faut vraiment suivre, et vous verrez blockchain. Dans l'avenir, c'est peut-être l'avenir. Bien sûr, c'est l'avenir. Enfin, nous, on y croit. En tout cas, la blockchain, c'est hyper sécurisé. Justement, vous l'évoquiez, Fabrice, le métaverse. On a reçu des personnes sur ce plateau parler de biens dans le métaverse qui ont été vendus des centaines, voire des millions d'euros. C'est quelque chose vers lequel vous vous dirigeriez? Alors Guillaume et puis Benoît. Alors moi... avec Barnes, non? Est-ce que vous en discutez déjà en interne? Alors on parle beaucoup et on est très à la pointe justement de ces technologies qu'on met en avant. On teste aussi, on met en application aussi des ventes interactives. C'est tous ces nouveaux outils, si vous voulez, qui permettent de mieux accompagner nos clients dans la vente et d'obtenir le meilleur prix. Après, le métaverse, aujourd'hui, c'est un peu flou. De ce que j'en lis, je ne connais pas très bien le sujet. Mais est-ce qu'il y a des clients qui vous en parlent? Peu de clients. Peu de clients, d'accord. C'est pas encore rentré dans les mœurs. Je pense peut-être du côté des moyens de paiement, effectivement, demain, ça va se développer. Crypto, mais il faudrait aussi que les crypto-actifs soient un peu plus stables, puisqu'on est quand même passé sur un bitcoin de 60 000 à moins de 20 000 aujourd'hui. Mais ça remonte là, non? Ça a remonté ces jours-ci avec l'Ethereum. Il faut garder ces bitcoins. Benoît Duchâtelet, vous qui êtes un pied dans le digital, un pied dans l'immobilier, comme on peut voir sur votre profil LinkedIn, on s'était croisés, nous, sur le Rent, et justement, le salon Real Estate New Technology, eh bien, il réapparaît à la porte de Versailles. Ça sera le 8 et 9 novembre prochain. On y sera bien évidemment avec Radio Imo. Vous y serez également? Alors, j'y serai également. Comme je le disais, c'est un rendez-vous incontournable où j'aime bien suivre les tendances de l'année et les projets, les innovations à venir. Et ça permet justement de se remettre en question, de vérifier quels sont les outils du moment, les partenaires sur lesquels on peut compter. Et c'est un rendez-vous indispensable. Et alors, les châteaux dans le métaverse, vous y croyez? Alors, j'ai toujours envie de croire dans ce qui fera l'avenir. En revanche, ça ramène quand même à ce que disait Guillaume de Blaye sur l'importance de l'humain. C'est-à-dire, il faut bien sûr que c'est intéressant d'aller. Les États-Unis ont cette capacité de permettre cette transaction immobilière qui n'est pas encore possible en droit français comme on souhaiterait. Vous aimeriez, vous, qu'elle soit possible?
Oui, parce que comme je vous dis, toute innovation m'intéresse et ça fait avancer les choses et ça bouscule et on a besoin. C'est un univers qui est quand même, c'est quand même un univers assez rigide et qu'il faut bousculer chaque fois un peu plus. Mais l'humain est vraiment la priorité. Et pour les questions d'off-market dont on parlait il y a 2 secondes, il faut effectivement que les gens poussent la porte, passent un coup de pile et on a besoin de rencontrer on a besoin de se rencontrer les uns et les autres parce que la part de confiance est énorme, la part d'accompagnement et de conseil et le temps qu'on peut passer ensemble. Donc il faut vraiment que les gens se voient. Oui, et c'est vrai qu'on a peu de temps pour le souligner, mais c'est souvent, comme vous le disiez, hein, Benoît, de l'humain, c'est-à-dire aussi derrière, voilà, souvent des grandes fortunes. On peut imaginer aussi des gros égos, et c'est pas toujours évident de faire des affaires dans ces conditions. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Oui, j'imagine que vous ne pouvez pas trop le dire, vous non plus, Guillaume, mais ouais. Voilà, donc en tout cas, rendez-vous sur le Rhin, puisque effectivement, on passe des châteaux appartenant à Prosper Mérimée ou Chateaubriand au métaverse. Voilà, c'est la magie aussi de tout ce qui fait le patrimoine. En tout cas, merci messieurs, c'était très intéressant d'avoir ce focus sur l'immobilier de luxe. On l'a compris, hein, qui ne connaît pas la crise, grâce, on l'a dit, aux étrangers qui reviennent en force, mais aussi aux Français qui ont du patrimoine. Placement plaisir, placement coup de cœur et placement French way of life, on va le dire comme ça. Et puis grâce aussi à notre magnifique pays, il faut quand même le préciser que Paris, la France tout entière, vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux, Paris intramuros et toute la France avec ses châteaux, c'est un pays incroyable qui fait rêver dans le monde entier. Donc voilà, on est fiers d'avoir ça et d'attirer les étrangers. Allez, non mais c'est vrai, c'est un bonheur d'entendre que les étrangers ont envie d'investir chez nous. Oui, Benoît ? Nous sommes tellement gâtés. Voilà. Exactement. En tout cas, un grand merci, Benoît Duchâtelet, d'avoir participé en par téléphone, Private Office Propriété Château chez Engel et Volkers. Merci également à Guillaume Deblaye d'être passé par notre plateau, directeur d'agence Barnes Trocadéro. On l'a compris, hein, si vous voulez faire des affaires, il y a plein de biens qui sont off-market que vous ne verrez jamais ailleurs. Donc poussez, n'ayez pas peur et poussez les portes de ces agences haut de gamme. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Très bonne semaine à tous et à très bientôt. L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.